2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, émission spéciale du LGF jusqu'à 18h, consacrée évidemment à toute cette actualité au Moyen-Orient et cette journée que l'on scrute de très près avec peut-être le début de la troisième intifada. Nous allons revenir évidemment sur toutes ces actualités, toutes ces annonces et cette mobilisation autour de Jérusalem El-Quds avec bien sûr plusieurs invités dans cette émission. Nous tenterons de joindre Ziad Medouk depuis Gaza où il y a déjà 2 morts côté palestinien, nous l'avons appris il y a quelques minutes. Et puis dans quelques minutes aussi pour parler de 2 grandes personnalités qui nous ont quittés dans le domaine de la musique et dans le domaine également de l'écriture, monsieur Jean d'Ormesson, académicien, et Johnny Hallyday, réaction de Jack Lang tout à l'heure à 16h30 dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus, c'est parti donc pour le LGF jusque 18h avec aujourd'hui Tarek Mami. France Maghreb 2, France Maghreb 2. هيا حيدوا من الطريق بغيت نشوف دكتور سمعتي المريولة حتمت فيا هاي غير روحي قضية وجينا لها دخلوا للدار بوليسية والشيروفان يا صحابتها بوليسيات يا قتلوني بالبيبيات اللي كتباني في الأوطونوس اللي كتروحي في الأوبيلوس. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour cette émission spéciale jusque 18h, le LGF au vu de ce qui se passe au Moyen-Orient. Tarek Mami, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons tenter d'apporter en tout cas des éléments de réponse explicatives aussi au cours depuis, j'allais dire, cette annonce. Alors, je ne sais pas s'il faut utiliser le mot surprenante ou pas, mais de Donald Trump, donc le président américain, qui donc reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël et qui par là même a annoncé transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui a mis évidemment le monde arabe en colère, avec des manifestations et l'appel du responsable du Hamas à ce déclenchement de cette troisième intifada, qui correspond d'ailleurs en ce 8 décembre au 30e anniversaire du déclenchement de la première intifada. Je vous propose pour démarrer, Tarek, d'aller directement à Gaza, rejoindre sur place Ziad Medouk. Ziad, bonsoir. Juste sur le qualificatif de cette décision, ça dépend de quel côté de la table on s'assoit, mais objectivement, c'est au moins stupide et irréfléchi. Ziad, bonsoir, bienvenue en direct de Gaza. À l'heure où l'on parle, quelle est la situation dans la bande de Gaza et dans la Palestine en général? Écoutez, aujourd'hui, c'est la journée de la colère dans tous les territoires palestiniens, en Cisjordanie, dans la ville sainte de Jérusalem et dans la bande de Gaza. Hier, il y a eu une grève générale partout. Aujourd'hui, c'est des affrontements, c'est la journée des affrontements entre la population, les jeunes palestiniens, les manifestants palestiniens, partout dans le territoire palestinien, et les soldats israéliens qui se trouvent sur le point de la zone Campo, par exemple, sur les zones de frontières, soit en Cisjordanie, soit à Gaza. Jusqu'à maintenant, il y a presque 3 morts et 300 blessés partout dans le territoire palestinien, notamment dans la bande de Gaza, avec la colère de ces manifestants, de cette population civile. C'est vrai, on n'est pas encore arrivé à une vraie intifada, comme ils ont appelé les responsables du djihad de Hamas, mais je pense que ces manifestations populaires pacifiques montrent que les Palestiniens vont développer davantage leur colère, leur mécontentement, leur refus de cette décision irresponsable de président Trump. Et je pense que les jours qui viennent vont montrer davantage un développement de la résistance palestinienne contre cette décision, en allant vers un affrontement direct avec les soldats israéliens. Ziad, petite question, on va pas vous déranger longtemps aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion de se reparler un petit peu plus tard, mais quel est le sentiment de la population de Gaza? Est-ce qu'elle est prête à rentrer en résistance pour le coup, à répondre à l'appel du Hamas pour cette troisième intifada, ou vous la sentez encore pas tout à fait prête? Dites-nous un petit peu le ressenti que vous avez de cette population.
Écoutez, franchement, je pense que la population civile à Gaza, c'est une population très épuisée, très fatiguée. Après 10 ans de blocus israélien, après 10 ans de la division, après les conséquences dramatiques de 3 divisions, il ne faut pas oublier que l'appel de Hamas et de Jihad, c'était un appel de la part d'une faction d'un parti politique, c'est pas un appel de toute l'OLP, toutes les factions palestiniennes. Et je pense que même le Hamas, quand il a appelé, il n'a pas jusqu'à maintenant réagi. Et on a vu que les manifestations aujourd'hui à Gaza, c'était une manifestation habituelle sur les frontières. Donc il n'y a pas ni des missiles, ni des affrontements armés entre les combattants de Hamas et contre les soldats israéliens. Jusqu'à maintenant, les manifestations. Je pense qu'il y a 3 raisons qui empêchent le déclenchement de la 3e intifada. Première raison, surtout dans la bande de Gaza, que la population de Gaza est, comme je viens de dire, elle est épuisée, fatiguée. Deuxième chose, que les efforts de la réconciliation, ils n'ont pas encore abouti. Il y a des rencontres, mais jusqu'à maintenant, il y a toujours la division. Il n'y a pas un contrôle de l'autorité palestinienne sur Gaza. Il n'y a pas encore une unification d'aucun ministère. Et je pense, troisième aspect, que les Palestiniens de Gaza, ils attendent une réaction officielle, soit de l'autorité palestinienne, soit de monde arabe, pour voir comment réagir, parce qu'il ne faut pas anticiper les choses. Il faut voir comment les choses vont évoluer, soit au niveau de la Ligue arabe, soit au niveau de pays arabes, pays musulmans, autorité palestinienne, autre partie. Mais un parti, quand il appelle une intifada, je pense qu'il faut minimum préparer le terrain à cette intifada, et je pense que le terrain dans le territoire palestinien en général et dans la bande de Gaza, il n'est pas encore prêt à une 3e intifada. Et on a vu aujourd'hui que les manifestations, c'était des manifestations pacifiques devant les points d'affrontement et de présence des soldats israéliens. Et jusqu'à maintenant, les affrontements sont des affrontements par des pierres et on n'est pas arrivé à un vrai affrontement militaire. Donc il faut attendre les jours qui viennent ou les semaines qui viennent pour voir comment les choses vont évoluer, soit au niveau de la décision américaine, soit de la réaction officielle palestinienne, arabe et musulman. Puis, on va voir comment est-ce que les factions ils vont développer davantage leur résistance militaire ou la réaction va être, jusqu'à maintenant, réaction comme aujourd'hui, réaction populaire et pacifique. Je pense que la population de Gaza, c'est une population résistante, il va continuer sa résistance, mais il doit s'adapter avec le contexte local, régional et international. Merci beaucoup Ziad en tout cas, et on vous rappellera évidemment très prochainement afin de rester au plus près de cette actualité. Merci beaucoup Ziad, en direct donc de Gaza. Tarek Mami, c'est intéressant ce que nous dit Ziad. Il nous dit que la population de Gaza, puisque c'est là où il se trouve en tout cas, il nous dit que pour l'instant elle n'est pas tout à fait prête à cette 3e intifada. Elle attend un petit peu de voir quelle est la réaction, j'allais dire, des pays arabes, de l'autorité palestinienne. C'est pas pour aujourd'hui la 3e intifada, selon Ziad Medouk. En réalité, je pense que les Palestiniens en général et les Palestiniens de Gaza en particulier sont comme assommés par cette décision. Pour les Palestiniens en général, parce qu'ils ne comprennent pas qu'avoir subi donc plus de 30 ans les accords d'Oslo, avec la négociation, avec les Américains qui se sont mis comme arbitre au milieu. Un arbitre, son rôle, c'est de départager 2 parties. Donc la partie à ma droite, la partie à ma gauche, pour trouver donc la fin du match ou la fin de la partie. Et le fait que ce président Trump imprévisible, même si la loi date de 95, qu'il n'a pas écrite. D'ailleurs, s'il devait l'écrire, il n'aurait pas réussi à l'écrire, mais elle date de 1995. Joue avec le feu, est un inculte en histoire, en culture, et les Palestiniens, donc, j'allais dire, doivent se laver les oreilles 3 fois par jour pour s'assurer qu'ils ont bien écouté un discours, se laver les yeux 3 fois par jour pour bien voir qu'ils sont réveillés, cher Christophe, chers toutes et tous, et cette situation ne permet pas, si vous voulez,
un démarrage d'une intifada, parce qu'on a l'intifada, c'est pas un bouton sur lequel on appuie et ça part. Mais aujourd'hui, peut-être que les premiers morts, peut-être qu'ils attendent pour quelques-uns la position d'Abbas, qui est dans une situation que personne ne lui envie, et que c'est ça qui explique. Par contre, il y a deux choses qui peuvent démontrer que peut-être quelque chose est en train de se passer en Palestine, en général, beaucoup plus d'ailleurs côté Cisjordanie que côté Gaza qui est enfermé. C'est le nombre de manifestants. Les tranches d'âge des manifestants, d'habitude c'est des jeunes, aujourd'hui il y a tous les âges. Il n'y a pas beaucoup de femmes, contrairement aux habitudes. Et quand on voit qu'il y a 3 mois, il y a eu l'opération de l'installation des portiques sur les portes d'entrée de l'esplanade de Jérusalem, c'est pas encore tout à fait le même phénomène. C'est ce qui explique peut-être la position de M. Ziad Medouk, qui lui à l'intérieur et à l'intérieur de Gaza, et qui ne ressent pas encore cet enthousiasme. Donc c'est peut-être ça qui explique le fait que on se retrouve maintenant dans une situation de wait and see, et c'est ce qui explique que ce qui se passe aujourd'hui dans toute la Palestine et Jérusalem, et espérons que cette violence de 3 morts jusque-là, d'après une source palestinienne, et 270 blessés, s'arrêtera là. Donc nous allons partir du côté du président de l'Institut du monde arabe, M. Jacques Lang, qui est avec nous. Bonsoir M. Jacques Lang. Bonsoir. Bienvenue comme d'habitude sur les ondes de France Maghreb 2. Nous vous avions donc invité à vous exprimer, Monsieur le Président, sur nos ondes à l'occasion de la perte de 2 personnalités de la culture française. Monsieur Jean d'Ormesson, d'une part le grand écrivain, le grand polémiste, l'académicien, et d'autre part donc la vedette des jeunes de 7 à 77 ans, Johnny. Et puis l'actualité nous rattrape, donc Jérusalem, capitale déclarée par M. Trump. Donc on va, si vous le permettez, respecter l'ordre de l'invitation, parler donc de Jean d'Ormesson et après donc de Johnny, et à la fin, si vous le souhaitez, un mot sur le statut de Jérusalem. Et nous allons commencer donc par l'homme de culture à qui le président de la République aujourd'hui a rendu hommage, et qui, un peu partout, alors que c'est un homme de droite et vous êtes un homme de gauche, tout le monde lui rend hommage, en rappelant qu'il était l'adversaire principal de M. Mitterrand, président de la République élu en 1981, puisqu'à l'époque, M. d'Ormesson était rédacteur en chef de Figaro, et était donc politiquement votre adversaire, tout en rappelant que le dernier jour du président Mitterrand, quand il a quitté l'Élysée, il l'a passé avec M. d'Ormesson. Alors, comment décrivez-vous, vous, ce grand écrivain français? Bon, vous l'avez bien dit vous-même, c'était un écrivain et un polémiste. Oui. Alors on peut ne pas être en accord idéologique avec une personne, oui, et en même temps admirer son talent, son art d'écrire, son énergie, et d'Ormesson avait le sens du mot, des formules qui frappent. Donc, puis par ailleurs, il y avait l'écriture, il y avait aussi la voix. Oui. La voix d'Ormesson et j'ose dire le regard à la télévision, ce regard bleu transperçant. Et bon, malgré des idées qui n'étaient pas proches des nôtres, il avait cette capacité il avait une vraie présence, quoi. Il avait une vraie présence radiophonique, télévisuelle. Il y avait une vraie présence. Moi, qui l'ai suivi comme beaucoup d'autres intellectuels ou journalistes de ce pays, j'ai l'impression que, comme le vin, si cher en France et aux Français, il a beaucoup bonifié à partir d'un certain âge. C'est-à-dire que aujourd'hui, ceux qui le connaissent ou ceux qui l'ont vu dernièrement, depuis 20 ans en gros, on voit en lui un homme de sagesse qui dit des choses que des hommes de gauche et des hommes de droite acceptent, alors qu'il était beaucoup plus virulent quand il était beaucoup plus jeune. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Bon, disons que l'expérience ou l'âge font leur œuvre aussi. Enfin, il y a quand même dans la dernière période des mots parfois très acerbes et très très vifs sur François Hollande, par exemple. Oui. Je ne lui reproche pas. C'est sa conviction, c'est sa manière d'être, etc. Mais l'homme, s'il irritait parfois, séduisait aussi. Ouais. Et justement, quand il
parlé à la presse. Moi, j'ai vu une très belle interview de lui dans l'émission sur Public Sénat, sur ses livres. Je crois que c'est avec Monsieur Le Kabash. Mais il donne toujours l'impression qu'il veut séduire les gens et qu'il veut les amener petit à petit sur ses propres positions à lui, sans les brusquer. C'est vrai, non, il a un art de la séduction, comme vous dites très justement, assez extraordinaire. Séduction par les mots, séduction par le regard, séduction par la voix, séduction par l'intelligence, c'est certain. Et au fond, quelles que soient les opinions, il a réussi à subjuguer une grande partie des gens en France, même ceux qui ne pensent pas comme lui. Ouais, justement, alors ça tombe bien, Monsieur le Président Jacques Lang. Est-ce que il ne représente pas quelque part cette idée des génies français et le Voltaire avec la phrase apocryphe qu'on lui attribue, même si c'est pas lui qui l'avait écrite, de discuter et de dire je défends ceux qui ne pensent pas comme moi pour qu'on puisse, en tant que génie français, faire avancer les idées. Ça, je ne suis pas certain, mais parce que quand Voltaire prononce cette phrase, en tout cas, il a écrit, si la phrase n'est pas juste, il a dit des choses comme celle que vous rapportez. C'est que qui exprime, c'est-à-dire dans les combats pour la liberté, dans tous les combats que Voltaire avait mené magnifiquement pour défendre la liberté et l'expression. Oui. Il a utilisé cette formule directement ou indirectement. Jean d'Ormesson. Monsieur d'Ormesson était, quand il avait les idées à défendre, il les défendait mordicus. Âprement. Est-ce que, depuis que vous êtes président de l'Institut du monde arabe, est-ce que monsieur Jean d'Ormesson est venu à l'Institut du monde arabe participer à une opération quelconque ou faire un débat? Oui, il est venu naturellement. Je l'ai invité d'ailleurs plusieurs fois. Il est venu 1 ou 2 fois. Je l'avais invité à venir visiter l'exposition Chrétien d'Orient, qui est ouverte il y a 2 mois. Il m'a envoyé une très jolie lettre manuscrite pour me dire que pour le moment, il ne se sentait pas en mesure de venir, mais qu'il était impatient de découvrir l'événement. D'accord. Voilà, on va passer donc aux plus jeunes de ceux que nous venons de perdre cette semaine. Donc Johnny, l'idole des jeunes, de tous les jeunes d'ailleurs, comme on dit, de 7 à 77 ans. Louis, je suppose que vous l'avez beaucoup plus fréquenté, surtout en votre qualité de ministre de la Culture. Évidemment oui, et notamment dans toutes les premières années, on se voyait assez souvent. Il m'a donné en particulier avec d'autres, je pense au groupe Téléphone ou à Michel Berger, m'a donné l'idée de construire cette salle qu'on appelle aujourd'hui le Zénith. Oui. Et il m'avait dit, d'autres aussi, ce n'est pas normal qu'à Paris, les groupes rock soient contraints de jouer dans de mauvaises conditions, sous les chapiteaux, dans la boue, l'inconfort, peu de mauvaise acoustique, médiocre visibilité. Ce serait merveilleux de construire une vraie salle pour ce type de musique. Et je suis trop entrepris de le faire, et en quelques mois, on est parvenu à ériger ce Zénith, qui à l'époque était conçu comme provisoire et finalement a duré. Et Johnny est venu visiter les travaux et était présent le jour où on l'a définitivement installé. Et d'ailleurs, en plus, non. Je vous en prie. Il était jusqu'au bout de son soutien, c'est qu'il a essuyé les plats, si j'ose dire, après Renault. Dans les tout débuts du Zénith, en 84, il a donné l'un de ses plus grands spectacles, qui s'appelait Point au cœur, je crois. Et ceux qui ont vu ça s'en souviennent toujours. C'est un immense point était placé au-dessus des spectateurs, et tout à coup ce point s'ouvrait, sa main s'ouvrait, et il surgissait tout petit dans cette main, et surtout le spectacle était éblouissant, il était pas froid aux yeux. Il y avait, je crois, plus de 1000 projecteurs, il y avait pour la première fois des violons, l'accompagnant, ça a été vraiment la démesure absolue. Johnny a chanté, nous avons tous quelque chose de Tennessee, et aujourd'hui, toute la France a quelque chose de Johnny. Et oui, voilà. C'est vrai, parce qu'il
il a eu cette capacité, ce talent, cette force de traverser beaucoup de générations et de toucher le cœur de gens de toutes origines. Pourtant, ses débuts ne furent pas évidents. Vous savez, au début, ce type de musique n'était pas aimé, son style de spectacle a su provoquer la controverse. Petit à petit, il est devenu ce qu'il est devenu, le grand Johnny. Est-ce que l'universalité, Monsieur le Président Jack Lang, de quelqu'un n'est pas traversée par sa vie, même sans le vouloir, d'origine belge, français, vécu aux États-Unis, et comme un oiseau qui revient mourir chez lui en France, en banlieue parisienne? Oui, disons que Johnny, c'est même un cas, c'est pas tout à fait un chanteur universel, entre guillemets, pour reprendre votre expression. Ouais. C'est d'ailleurs une étrangeté que je n'arrive pas bien à comprendre. En France, ultra populaire, on le voit en ce moment, en Belgique, en Suisse, dans les pays proches, disons, mais aux États-Unis, pas. En Asie, pas. Et c'est très étrange qu'avec tout le talent qui était le sien, la force qui était la sienne, il n'a pas réussi à dépasser les frontières européennes, disons. Alors, Monsieur Lang, comme je vous l'ai dit, on vous a appelé pour parler culture. Je ne sais pas si vous souhaitez, si vous acceptez ou pas, mais nous souhaiterions vous poser une question sur le discours de M. Trump. Vous êtes vous-même président de l'Institut du monde arabe. Vous connaissez cette sensibilité par rapport à la Palestine en général et à Jérusalem en particulier. Est-ce que vous souhaitez répondre à une question sur ce... Oui, ouais. Ça va de soi. Voilà. Alors, bon, on ne sait jamais. Quand on appelait votre secrétariat, c'était plutôt pour parler d'autre chose. Ah non. Mais écoutez, je m'exprime de temps à autre sur les questions internationales en particulier. Voilà. D'ailleurs, je me suis déjà exprimé sur la déclaration de M. Trump que je trouve... Alors, oui. On reprend votre déclaration d'abord avant de vous poser nos propres questions, M. Lang. Oui. Qu'est-ce que vous avez déclaré quand vous avez vu ce discours, quand vous l'avez entendu? Quel était votre ressenti? Bien que j'ai été surpris, ce serait pas vrai, parce que lui-même avait fait planer cette menace tout au long de sa campagne. Et il est capable du pire. Donc, quand Trump commet un acte irresponsable, on n'est jamais vraiment surpris. On peut être choqué, ce qui est mon cas, ulcéré. C'est le cas de beaucoup de gens dans le monde, et en particulier au Moyen-Orient. Non, l'acte commis par lui est un acte inqualifiable. C'est d'abord un acte unilatéral, sans aucune concertation avec les alliés. C'est un acte contraire au droit international, contraire aux résolutions du Conseil de sécurité. C'est un acte qui est illégitime, illégal, inacceptable. Et par ailleurs, c'est un acte, je dirais, qui risque de mettre le feu aux poudres. Il est ressenti comme offensant et blessant par beaucoup de peuples, le peuple palestinien d'abord, mais aussi les autres peuples arabes et d'autres peuples dans le monde, pas seulement les peuples arabes. C'est cet arbitraire autoritaire dans lequel l'Amérique s'érigerait en juge unique et suprême du monde. C'est intolérable. Est-ce que l'Amérique nous a pas déjà fait le coup à nous, les Français, Monsieur le Président, en 2003, en allant faire la guerre à l'Irak, ce qui a ouvert, disons-le clairement, la boîte à Pandore de ce que nous vivons aujourd'hui, alors que le président Chirac, à l'époque, le président de Villepin, le ministre des Affaires étrangères de Villepin, était vent debout contre cette invasion, et on se retrouve aujourd'hui dans la même situation, comme si les intérêts particuliers du président de l'administration ou des pays d'Amérique était supérieur à l'ensemble de la vie terrestre de tous les peuples, de toutes les populations et de toutes les problématiques. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est dans l'esprit tout à fait comparable à l'acte que perpétrait M. Bush. Mais dans le cas de M. Bush, ça allait beaucoup plus loin encore, puisque c'est une guerre directe qu'il a entreprise, là encore au mépris
au mépris de la vérité, en plus, parce qu'il a fait croire au monde que Saddam Hussein possédait des armes qui menaçaient d'autres pays. Oui. C'est un mensonge absolu. Vous avez raison, c'était un acte unilatéral, violant le droit international, et surtout qui a été accompagné de destruction humaine, matérielle, et plus encore, nous payons aujourd'hui encore le prix de cette guerre en Irak. Daesh, d'une certaine manière, est né de cela. Le chaos qu'il a créé en Irak, la déstabilisation qu'il a suscité dans tout le Moyen-Orient, a contribué à faire naître ces mouvements extrémistes. Et disons-le, franchement, les Américains, ou plutôt le gouvernement américain, nous a fait payer durement le prix, aujourd'hui encore, de son action criminelle. Une action criminelle, pour moi, M. Bush est un homme qui a commis un crime contre la paix, un crime contre l'humanité. Et alors M. Trump est dans la même lignée. Pour l'instant, il n'a pas encore, disons, accompagné ces déclarations d'action militaire, espérons que non. Oui. Il aurait le monde entier contre lui, d'ailleurs. Mais en même temps, c'est le même état d'esprit. Je suis l'Amérique, donc j'ai le droit d'imposer au monde entier ma seule conception. Monsieur Lang, avant-dernière question, parce que je souhaite que la dernière question soit une question heureuse sur l'Institut du monde arabe, est-ce que nous vivons positivement ensemble, mais beaucoup de Palestiniens comparent le discours de Monsieur Trump, soit de nouveau Balfour, soit de permis d'occuper, puisque dans la foulée, le gouvernement israélien annonce la construction future de 14 à 16 000 nouvelles maisons en clair dans la grande région de Jérusalem. Non, mais c'est certain que, si vous voulez, cette stratégie de Trump est concertée avec celle de Netanyahou. En réalité, ni l'un ni l'autre ne souhaite la création d'un État palestinien. C'est dit. C'est clair, ils ne veulent ni l'un ni l'autre, malgré leur dire, ils ne veulent pas un État palestinien. Et du coup, en effet, Netanyahou en profite pour étendre un peu plus cette domination, elle aussi illégale, par la colonisation de territoires qui appartiennent au peuple palestinien. Et c'est une situation très, très grave. Disons-le, nous portons tous une certaine responsabilité. La Palestine a été, disons-le franchement, depuis des années, plus ou moins abandonnée par les uns et par les autres, et même par certains pays arabes. Oui. Ça peut choquer ce que je vous dis, mais malheureusement, les pays européens aussi. Et ces Palestiniens se débattent seuls, en plus sont en proie à des divisions. Alors là, cet acte commis par Trump peut rallumer la guerre entre Palestiniens au moment même où il s'efforçait de trouver une unité pour tenir bon face à Netanyahou. Non, c'est désespérant et attristant et on a envie de dire aux Palestiniens, sachez qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui pensent à vous aujourd'hui et qui sont solidaires face à une telle injustice, à une telle négation du droit, une telle négation de la liberté d'un peuple à disposer de lui-même. Quand même, c'est pas normal qu'on en soit encore à discuter aujourd'hui du droit du peuple palestinien à être un État. Tout à fait. Moi, ça me rend fou furieux. Je suis révolté par ce qui se passe en ce moment. Et je pense que c'est une question pour laquelle on doit coaliser la communauté internationale, faire le maximum pour faire reculer Trump. Il faut qu'il retire cette décision qui provoque le feu. Dernière 30 secondes, Monsieur Lang, sur l'Institut du monde arabe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des bonnes nouvelles pour les auditeurs, pour ce que vous faites comme travail? Où est-ce que vous en êtes? Oui. Vous commencez votre deuxième mandat. L'Institut du monde arabe, pardon de t'en parler, de manière aussi
positive. Non, se porte de mieux en mieux. En ce moment, je me permets de vous recommander de venir. Oui. Il y a une très belle exposition sur 2000 ans d'histoire des chrétiens d'Orient. Il y a 400 œuvres qui racontent l'histoire du christianisme en Orient. C'est très beau, très émouvant. Et on voit d'ailleurs dans un certain moment de l'exposition comment les trois religions se sont entremêlées. Ouais. Les trois religions monothéistes se sont entremêlées. Ouais. C'est une exposition qui est un message de tolérance, au contraire, un message de paix. Merci, Monsieur le Président. Et comme on a convenu l'année dernière, on viendra de temps en temps faire une émission en direct de l'Institut du monde arabe pour pouvoir disposer d'un peu plus de temps que les obligations techniques. Merci, Monsieur Jackson. On vous y attend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, le Grand Forum revient juste après la pub sur France Maghreb 2 avec notre question du jour que l'on vous pose sur Facebook, sur Twitter. Je vous la donne dans un instant et les résultats surtout à suivre. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, grand forum spécial au vu de cette actualité plus que chargée. Tarek Mami, il y a une semaine, on était loin d'imaginer ce qui allait se passer. Après l'annonce donc de Donald Trump, la question du jour aujourd'hui que je vous donne, après donc les déclarations de Donald Trump, la solution à 2 États vous paraît-il toujours possible? Eh bien, vous êtes en grande majorité, aussi bien sur Facebook que sur Twitter. 80% à penser que non sur Twitter, 83% sur Facebook. Vous continuez évidemment de répondre à cette question sur le Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur le Twitter LGF officiel. La réponse a l'avantage d'être claire. Ouais. Et d'expliquer qu'en tout cas pour les auditeurs de France Maghreb 2, le discours ou la décision ou la déclaration de Trump tire les conséquences tout de suite. Et c'est une bonne chose parce que nous avons aujourd'hui, en 2017, l'avantage d'être tous au courant presque au même moment et de comprendre très vite, alors que par exemple pour la déclaration Balfour, les Arabes de l'époque l'ont découvert beaucoup plus tard. Majed Naamé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2. Merci. Est-ce que vous êtes dans les 80% des répondants de la question de France Maghreb 2 à ses auditeurs? Nous avons une question tous les jours sur Twitter, sur Facebook et sur le site de la radio. Et donc la question clairement, est-ce que vous pensez qu'après la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem, capitale d'Israël, est-ce que la solution de 2 États reste une possibilité ou c'est fini, c'est terminé? Et là, c'est bel et bien fini, mais bien avant même la déclaration de Trump. Vous savez, c'est parce qu'on a laissé depuis Oslo, qui aurait dû engager la Palestine, les Palestiniens et les Israéliens sur la voie d'une réconciliation, de la reconstruction de 2 États, comme le prévoyait le plan de partage de la Palestine en 1947. Tout cela, on a vu que les Israéliens, au fur des années, grignotaient tout le territoire occupé par les Israéliens après juin 1967. Il ne reste plus de place pour un État palestinien viable et souverain. Ça, c'était clair, mais c'est-à-dire la déclaration de Trump a eu l'avantage de mettre les points sur les i, parce que là, apparemment, M. Trump viole toutes les lois, non seulement le droit international, mais aussi tous les principes fondateurs de la diplomatie américaine elle-même. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, les États-Unis n'arrêtaient pas de dire que tous les territoires annexés depuis 1967 sont considérés par le droit français, par le droit américain, comme des territoires occupés, dont il faudra négocier. Et puis que s'il y a 2 États, il y aura, c'est un accord, et que il y aura des échanges de territoires, mais jamais l'annexion pure et simple des territoires palestiniens conquis en 1967. Maintenant, bien sûr, Trump ne l'a pas dit clairement, mais c'est comme si, parce que là, si vous voulez, parce qu'il ne précise pas que il reconnaît la Jérusalem ouest
comme capitale de l'État d'Israël, mais il dit Jérusalem tout court, sans préciser. Il aurait bien pu dire que je reconnais Jérusalem-Ouest comme capitale de l'État d'Israël, et puis la capitale Est, c'est-à-dire la capitale arabe qui regroupe l'essentiel du patrimoine culturel et culturel de la Palestine comme capitale de la Palestine. Il ne l'a pas dit, il aurait pu le dire. Donc, et maintenant, son secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères américain, il le dément en quelque sorte en disant oui, ça va prendre du temps, mais tout cela, c'est à mon avis, les États-Unis en commettant cette monstruosité laissent la voie ouverte, donne raison à tous les extrémistes ou à tous les réalistes, je dirais, qui n'avaient pas cru qu'Oslo allait aboutir à quelque chose à part la transformation de Gaza en une prison à ciel ouvert et au grignotage et à la colonisation rampante de ce qui restait de la Palestine, c'est-à-dire 20% du territoire historique de la Palestine sous mandat, maintenant est à peu près la colonisation à avaler ou à annexer presque 40%. Qu'est-ce qui reste pour un État palestinien? Je suis tout à fait d'accord avec vos auditeurs qui ne croient pas à cette éventualité dans la mesure dans l'actuel rapport de force. Mais je pense quand même les Israéliens et ceux qui les soutiennent à l'extérieur, surtout aux États-Unis, se trompent d'analyse parce que quand même, tant qu'il y a un peuple qui lutte pour ses droits, qui ne renonce pas à ses droits, je pense que l'histoire ne joue pas forcément en faveur du camp sioniste, annexionniste, expansionniste israélien. Ouais. Alors moi j'ai pour habitude de dire que la force des idées finit toujours par devenir supérieure à la force des armes, parce que la force des armes sont ponctuelles, et un État qui est fort, il devient faible, l'Empire français, l'Empire des Arabes et tout ça, alors que les idées, elles, se transmettent et mènent les batailles. Je rappelle, Majid, que vous êtes donc directeur de la revue Africasie, que les éditeurs de France Maghreb 2 connaissent, qui est plutôt une revue de gauche. Il n'y en a plus beaucoup dans ce pays, peut-être tiers-mondiste, peut-être du côté de cette défense de la notion de la justice qui s'est véhiculée dans les années 60 et qui a tendance aujourd'hui à disparaître. Mais comment voyez-vous l'avenir aujourd'hui de cette région, j'allais dire, où un État binational, donc pas juif, donc le sionisme perdrait la bataille, ou un État d'apartheid? Aujourd'hui, on ne voit pas comment, au quotidien, ces personnes vont vivre ensemble, en gros 12 millions de personnes. Hein. Écoutez, ils nous ont vraiment... on a vu toute la presse mainstream occidentale parler toujours d'Israël comme la seule démocratie du Moyen-Orient. En même temps, Israël se présente ou exige qu'on le reconnaisse comme un État juif. Comment on peut être un État juif et en même temps démocratique, dans la mesure où actuellement, c'est-à-dire avec l'occupation, à Jérusalem, il y a 40% d'Arabes contre 60% de Juifs. C'est-à-dire comment vous pouvez exclure ces citoyens qui sont musulmans et chrétiens de la vie de la cité et appeler cela démocratie? C'est une théocratie, c'est un pouvoir d'apartheid, un pouvoir théocratique qui instrumentalise la religion, parce que n'oublions pas quand même avec Herzl, qui est le fondateur du sionisme, pour lui, qui était lui-même athée d'ailleurs, n'était même pas juif, c'est-à-dire un juif athée qui ne croyait même pas à la Bible, qui disait que c'est comme la France est française, la Palestine devrait être juive dans le sillage du mouvement colonialiste de l'époque. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs de votre radio à relire
l'excellent bouquin de Maxime Rodinson, qui est lui-même qui était juif, mais quelqu'un qui était très lucide et un progressiste. Israël, un fait colonial. Et on sait tout le monde que quand même le colonialisme finira toujours par être vaincu, comme il a été vaincu partout dans le monde. C'est une aberration, à mon avis. Maintenant, Israël, à Oslo, il a eu la reconnaissance du peuple palestinien, le droit à l'existence. Malgré cela, ils ne veulent pas de ce droit, ils continuent à spolier les terres des autres, à transformer la Cisjordanie en Bantoustan, au moment où le régime d'apartheid en Rhodésie et en Afrique du Sud était en train de tomber. Donc moi je suis quand même, malgré tout, malgré le pessimisme du moment, je reste optimiste, parce que tant qu'il y a un peuple qui lutte pour ses droits, qui ne renonce pas à ses droits. Alors, et tant que, bien sûr, là, si vous voulez, il y a des régimes arabes qui sont à la solde. On y revient. Alors, il y a deux choses, Majid. La première, d'ailleurs, le mot optimiste a été créé par un Palestinien. Je ne sais pas d'ailleurs comment il l'a dit en arabe, mais en français, c'est optimiste. Al-Mutasha'el. Mais en français, c'est extraordinaire. C'est l'optimiste. Oui, et moi, je pense surtout au grand Émile Habibi. Oui, Émile Habibi. Oui. Et moi, je pense surtout j'ai toujours ça en tête, parce que pour continuer la lutte, il faut toujours avoir des idées fortes. C'était Gramsci, depuis sa prison, sous le fascisme, qui écrivait: c'est l'intelligence, le pessimisme de l'intelligence, l'optimisme de la volonté et de l'action. À mon avis, les peuples arabes, le peuple palestinien continuera et ne renoncera jamais alors vous avez aussi l'hymne national tunisien qui dit Idha Sha'bu Yawman Voilà, exactement, c'était un peu de la même veine. Voilà. En français, quand un peuple décide, le destin supplie. Et le destin dans la culture musulmane, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va écouter peut-être ce bout de musique, et vous allez nous dire quel ressenti vous avez à chaque fois que vous écoutez cette musique. الجلال والجمال والسلام والبهاء في رضاه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أرى في علاه تبلغ السماء موطني Réaction? Écoutez, vraiment, c'est très touchant comme parole. À l'époque, c'était l'hymne national de toute la jeunesse dans les pays arabes, un hymne à la joie, à l'espérance, à la constitution, à l'édification d'un État de droit, de la patrie. C'est un chant de patriotisme. Et les paroles, paradoxalement, depuis la déclaration de Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, les paroles ont été transformées pour dénoncer la soumission des élites et dirigeantes arabes au plan sioniste. Et parce que là, il faut bien reconnaître quand même, il y a une coupure entre les élites dirigeantes et l'immense majorité de l'opinion publique arabe, qui ne demande que la paix, que le développement, et finalement, apparemment,
c'est interdit de penser à ces idéaux de justice, d'égalité, de citoyenneté. Et avec la politique américaine actuelle, on a l'impression qu'il appelle les forces extrémistes à agir et à casser l'harmonie et si vous voulez tous ces idéaux de paix et de justice dans le monde arabe, parce que là ça donne raison à ceux qui disent il faut plus compter sur la négociation, sur la diplomatie. Ça fait 100 ans qu'ils nous mènent en bateau. Maintenant, seul le rapport de force compte et il faut porter les armes contre cette injustice. Petite question par rapport à la réaction justement suite à l'annonce donc de Donald Trump qui est intervenu ce mercredi, on le rappelle, la réaction des États arabes qui ne correspond pas évidemment, comme on peut constater, au peuple, hein, qui lui se mobilise, réagit. D'ailleurs, on le voit avec des millions de personnes dans les rues de Tunisie, des millions de personnes attendues au Maroc, en Algérie aussi des manifestations. Bref, un petit peu de partout dans le monde arabe. Comment vous qualifiez-vous cette réaction des États arabes et en particulier la Turquie? Écoutez, on a entendu de bonnes paroles, mais dans les faits, personne, parce que moi je me rappelle dans les années 50, 60, il se fait de beaucoup moins que ça pour que les relations diplomatiques sont rompues, pour que les intérêts des pays qui reconnaissaient ou qui vendaient des armes à Israël étaient presque bannis. Maintenant, à mon avis, c'est que des paroles pour calmer la colère populaire. Mais à mon avis, moi je m'attends pas maintenant à des réactions sérieuses, mais les réactions sérieuses viendront après. Ça se prépare, je m'attends maintenant à à mon avis, c'est-à-dire s'il y a encore une dignité, il faut que l'autorité palestinienne, qui n'a de nom que l'autorité, oui, décrète son autodissolution pour dire voilà, maintenant vous me chargez de gérer une occupation. C'est l'occupation la moins coûteuse pour l'occupant dans toute l'histoire de l'humanité. Ce sont les payeurs d'impôts, les contribuables européens et puis les monarchies arabes qui financent cette occupation. Du moins, il faut que ce soit clair. Dit, voilà, je ne veux plus de cette simulacre d'autorité palestinienne. Il faut qu'Israël assume son occupation et paye le coût de son occupation. Il faut appeler un chat, et actuellement, le peuple palestinien, le malheureux peuple palestinien, il est sous l'occupation bien pire qu'avant les accords d'Oslo. Donc, à mon avis, c'est pour ça, je pense que certains sages en Occident, ils réagissent de cette façon, comme c'était la réaction du président français qui a quand même condamné assez sévèrement cette décision, qui a dit que c'était le contraire au droit international, ce qui est le minimum à dire dans tout ça. Mais au moins, il faut faire des sanctions, puisqu'on maintenant on impose des sanctions à gauche, à droite, contre la Syrie, contre l'Iran, contre la Russie, et là Israël viole le droit communautaire européen, qui interdit les échanges avec les produits des colonies. Et là, si vous appelez à boycotter ces produits qui sont illégaux, vous êtes passible d'être traîné devant les tribunaux. Vous parliez de la réaction. Il y a des moyens pacifiques pour gérer tout cela, mais au moins, il faut qu'Israël, puissance occupante, paye le prix de son occupation. Maintenant, ce n'est pas Israël qui paye le prix de l'occupation, ce sont les pays occidentaux, les États-Unis, l'Europe, et puis les monarchies du Golfe. Voilà, il faut que cette mascarade cesse. Vous parliez de la réaction du président français. Il a de nouveau pris la parole ce matin à l'occasion d'une réunion pour le soutien au Liban. Je propose d'écouter le président de la République ce matin qui lance en quelque sorte un appel au calme. Pour que le Liban soit protégé de ces crises, il est primordial que l'ensemble des parties libanaises et l'ensemble des acteurs régionaux respectent le principe cardinal de non-ingérence.
Les événements récents ont démontré que l'engagement de milices libanaises dans les affrontements qui meurtrissent le Moyen-Orient ne pouvait se poursuivre sans exposer le Liban à des dommages collatéraux. La non-ingérence dans les conflits de la région. C'est le cœur de l'engagement du gouvernement libanais, pris par toutes les composantes du cabinet d'entente nationale, Hezbollah compris. Le Liban ne doit être ni l'objet, ni l'enjeu, ni l'acteur de ces conflits. Et à ce titre, je souhaite vraiment que les initiatives prises sur le statut de Jérusalem, qui doit faire avant tout l'objet de négociations entre Israéliens et Palestiniens, sous l'égide des Nations Unies, ne viennent pas ajouter de l'instabilité à la région. Suite à l'annonce du président des États-Unis avant-hier, je lance donc ici un appel au calme et à la responsabilité de tous, indispensable pour accompagner les efforts que nous conduisons aujourd'hui. Le président français Emmanuel Macron ce matin à Paris. Oui, si vous voulez, j'ai un commentaire à faire, c'est-à-dire le Liban, quand on demande au Liban de prendre sa distance vis-à-vis des conflits du Moyen-Orient, moi je pense qu'il vise précisément le Hezbollah qui combat, qui est le seul parti qui combat contre Israël ou qui défend la souveraineté libanaise. Il faut demander surtout aux Israéliens qu'ils cessent d'occuper une partie du Liban, parce que au jour d'aujourd'hui, il y a quand même un morceau du territoire libanais qui est occupé. On peut pas le dire là, il faut ne pas se mêler de cette libération, parce que ça, c'est tous les Libanais sont quand même soucieux de récupérer leur souveraineté. Et il faut dire aussi aux Israéliens que leurs avions ne viennent pas survoler leur territoire pour aller bombarder en Syrie. Et puis surtout le Liban fait partie de cette partie du monde, de la Syrie et tout ça. Et il ne faut pas aussi que le Liban, comme il l'a fait au début, ou certaines forces l'ont fait au début de la crise syrienne, soit utilisé comme couloir pour amener armes et djihadistes vers la Syrie. Donc, à mon avis, c'est heureusement qu'il n'a pas précisé les choses. Oui. Et c'est ce qu'il veut dire. C'était pour plaire un peu à son invité de match qui était Saad Hariri. Est-ce que le drame de la Palestine ne se résume pas plutôt au manque de démocratie dans les pays arabes, beaucoup plus qu'à autre chose, que la faiblesse du monde arabe vient que la Ligue soit la Ligue des États, et qu'aujourd'hui, par exemple, en Tunisie, il y a eu depuis 3 jours, 2 choses magnifiques en Tunisie. Le président Beji Caid Essebsi, avec tout ce qu'on pourrait lui reprocher, 92 ans et tout ce que vous voulez, a quand même fait venir l'ambassadeur des États-Unis à Tunis pour donc lui délivrer le message que lui et le peuple tunisien ne sont pas contents de cette décision, et que hier à l'Assemblée nationale tunisienne, le drapeau palestinien sont sortis dans une dans une ambiance houleuse contre cette décision, et qu'aujourd'hui toute la Tunisie, de Bizerte au nord à Tataouine au sud, il y a des manifestations dans la rue sous le terme le vendredi de la colère comme aux Palestiniens, comme en Palestine, et les soutiens de la cause palestinienne qui est notre cause. Oui, écoutez, c'est vrai ce que vous dites. C'est-à-dire qui est contre la démocratie, qui est contre les droits de l'homme. Mais ce n'est pas la raison du malheur qui frappe les peuples de cette région. Oui. Parce que même du temps de Bourguiba de Ben Ali, il y avait des manifestations de solidarité très très fortes avec les Palestiniens. N'oublions pas que la Tunisie a accueilli l'OLP. Il y a eu le sang palestinien s'est mêlé au sang du peuple tunisien. Oui. Pause de pub et on revient, Mechad, s'il vous plaît. Oui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Tarek Mami aujourd'hui. Cette question que je vous rappelle, est-ce que après l'annonce de Donald Trump ce mercredi, une possibilité de 2 États, eh bien vous paraît-il toujours d'actualité possible? Vous répondez donc sur Twitter LGF officiel ainsi que sur la page Facebook France Maghreb 2, et pour l'instant vous êtes en grande majorité à dire non, que cela ne vous paraît plus possible. 80% sur Twitter, 83% sur
sur Facebook. Nous avons avec nous notre invité, M. Majed Nahmé, donc le président, le directeur de la revue Africazie, une revue qu'on appelait dans les années 70 progressiste. Je ne sais pas si aujourd'hui il reste des revues ou des journaux progressistes dans ce pays. Nous allons écouter, Majed, ensemble, puisqu'on va défiler le reste de l'émission ensemble et en commun, quelques extraits. Et je vous laisse écouter l'extrait et je vous laisse réagir derrière. فرضته قوى الاستعمار والتمييز العنصري ظلما وإرهابا فاضطرت الشعوب المضطهدة إلى التصدي له وكان تصديها عادلا ومشروعا. Ça vous rappelle des choses? Écoutez, ça me rappelle l'époque nassérienne. Si je me trompe pas, je pense que c'est un discours de Nasser. Non, c'est un discours. C'est le fameux discours de Yasser Arafat en 74 à l'ONU. À l'ONU, il a dit, je viens avec un branche d'olive, et le fusil, ne laissez pas la branche d'olivier tomber de ma main. Voilà, mais c'était l'époque, si vous voulez, c'est héroïque de la lutte nationale. Israël avait une chance inouïe, vraiment, de répondre positivement et de faire la paix, c'est-à-dire la paix sur le droit international, parce qu'il faut répéter, le conflit n'est pas religieux, c'est une question de colonisation, d'application du droit international. Et puis, si vous voulez, ça ne concerne pas que les musulmans. Bien sûr, Jérusalem, au départ, c'était la première ville de l'islam, oui, avant que ça ne redevienne la Mecque. Mais aussi, Jérusalem aussi, c'est une ville symbole pour les musulmans à travers le monde. Oui. Donc, on ne peut pas, pour une minorité de fanatiques sionistes, bafouer le sentiment de milliards de personnes, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, pour, si vous voulez, mettre le feu dans toute la région. Et puis, quoi qu'on en dise, parce que là, on dit que le choc des ignorances, le choc des cultures, le choc des religions, et Trump, c'est vraiment, il est avec cette décision vraiment, je peux pas la décrire, c'est-à-dire c'est un peu le crime doublé de l'imbécilité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a à gagner pour une décision? D'abord, les États-Unis se mettent en dehors du processus de paix. Ils ne peuvent plus être les garants de n'importe quel processus de paix. Et puis, ils exposent même leurs citoyens, leurs intérêts, partout dans les pays musulmans, à des menaces inutiles. Donc, voilà, c'est à mon avis, il faut que la raison soit réhabilitée et que, quand même, ce conflit, cette question palestinienne, qu'il faut le rappeler, ça a été imposé par l'Occident, c'est-à-dire la déclaration Balfour, le mandat britannique sur la Palestine. L'Occident a une lourde responsabilité dans cette tragédie. Il faut aussi que l'Occident la table et dit ça suffit, il faut appliquer les résolutions de l'ONU concernant ce conflit. Ce n'est pas trop demandé que de demander l'application du droit. Alors, par rapport à ce discours que l'on vient d'écouter, un extrait de Yasser Arafat, est-ce que vous vous souvenez de qui avait donné la parole à Yasser Arafat? C'était justement à l'époque le président de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Abdelaziz Bouteflika. Eh ben, je vous propose d'écouter. Écoutez. On va écouter pour les auditeurs de France Maghreb 2. Abdelaziz Bouteflika. Pour les plus jeunes, pour rafraîchir les mémoires, et puis l'histoire, c'est la mémoire. فهل لي أن أعبر عن ترحيبنا الحار لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية وأدعو الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للثورة الفلسطينية لإلقاء كلمته، فليتفضل. سيد الرئيس، أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لكم باسم الشعب الفلسطيني
وقائدة كفاحه الوطني منظمة التحرير الفلسطينية بأحر التهاني على انتخابكم رئيسا للجمعية العامة للدورة 29 للأمم المتحدة. Voilà, donc vous avez eu l'introduction en langue arabe de M. Abdelaziz Bouteflika. En 1974, il était le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie et le président de la réunion donc de l'Assemblée générale des Nations Unies. En première partie, et la deuxième partie est la voix du président Arafat, qui remercie donc le président de la science, M. Bouteflika, et l'Algérie, parce qu'ils sont organisés pour le faire venir, pour le faire faire ce premier discours à l'ONU. Et nous avions écouté tout à l'heure, il y a 10 minutes, la dernière partie du discours d'Arafat, dans lequel il dit: je viens avec une branche d'olivier et un pistolet, ne laissez pas tomber la branche d'olivier. Et manifestement, Trump aujourd'hui fait tomber, et ne laisse pas tomber, mais fait tomber exprès cette branche d'olivier. Majed. Oui, écoutez, je me rappelle de cette séquence, et puis surtout cette phrase de branche d'olivier qui a été écrite à l'époque par le poète aujourd'hui disparu, Mahmoud Darwish, qui a participé à la rédaction de ces discours. Il faut rappeler quand même que l'Algérie aussi à cette époque-là, on l'a qualifié de la Mecque des mouvements révolutionnaires de l'ensemble du monde. Les Sud-Africains, les Namibiens, les Zimbabwéens, tous, les Érythréens, tous étaient accueillis à l'époque, même les Chiliens après le coup d'État fasciste au Chili étaient accueillis par l'Algérie. Donc, et puis la Palestine, il faut dire aussi que la déclaration de l'État de Palestine, la première fois, c'était en Algérie en 1988. En 88, document archives. Voilà les archives de France Maghreb 2. La nuit dernière, une stratégie nouvelle. Le Conseil national palestinien a à la fois accepté la résolution 242 de l'ONU et proclamé la naissance d'un État palestinien. Accepter cette fameuse résolution de l'ONU constitue une reconnaissance implicite d'Israël, réduite aux frontières de 1947. Cette étape historique a été vécue dans la Liesse à 1h40 ce matin à Alger. Hélène Rizacher. Le Conseil national palestinien, au nom de Dieu et du peuple palestinien, proclame l'établissement de l'État de Palestine sur notre terre, avec pour capitale Jérusalem la Sainte. Tonnerre d'applaudissements, l'émotion est à son comble. Pour la première fois, les contours de l'État que réclament les Palestiniens paraissent un peu moins flous, même si la déclaration du Conseil se garde bien de les préciser. Des larmes viennent aux yeux de beaucoup, ainsi la veuve d'Abou Jihad, le bras droit d'Arafat, assassiné en avril dernier, est bouleversée. Mais par-delà l'émotion, le Conseil national palestinien vient de franchir un pas décisif de son histoire en votant à une très large majorité un appel à une conférence internationale de paix sur la base des résolutions 242 et 338 de l'ONU. Autrement dit, pour la première fois, l'OLP reconnaît implicitement l'existence de l'État d'Israël dans des frontières sûres et reconnues. Mais le Conseil national palestinien précise aussi qu'il est nécessaire de garantir les droits nationaux des Palestiniens, notamment le droit à l'autodétermination. Dans sa déclaration finale, le Conseil national palestinien condamne le terrorisme et la violence. La séance est close par l'hymne national palestinien Biladi, Biladi, mon pays, mon pays. Yasser Arafat sort largement renforcé de ce CNP extraordinaire. Ses thèses de modération l'ont emporté. Même l'opposant Georges Habash propose un nouveau slogan pour l'OLP. Au lieu de révolution jusqu'à la victoire, unité jusqu'à la victoire. Ce soir, Yasser Arafat, devant la presse, a lancé un appel aux autres nations parties prenantes pour la paix. C'est vrai que cette session était celle du Conseil national palestinien de l'Intifada, mais elle pourrait être aussi la session de la paix. La session de la paix, si les États-Unis et Israël le veulent. Yasser Arafat a confié que la route vers l'indépendance réelle serait longue, mais les Palestiniens considèrent ce soir qu'ils ont franchi une étape importante vers la paix.
Deux remarques. La première, c'est que déjà à l'époque, Arafat dit si les États-Unis et Israël veulent la paix, nous la ferons. Et nous voyons aujourd'hui qu'Israël et la Palestine ne veulent pas la paix. D'ailleurs, à ma grande surprise, nous avons eu tout à l'heure, cher Majed, le président de l'Institut du monde arabe, M. Jacques Lang, qui s'est lâché, comme disent les jeunes, sur cette déclaration et qui a dit aujourd'hui, manifestement, ni les États-Unis, ni Israël ne veulent de la paix. Et la deuxième remarque, c'est qu'on a l'impression qu'il s'agissait effectivement du siècle dernier, mais de quelques siècles, et qu'il y a quelques siècles, il y avait quelque chose qui s'appelait les Arabes, avant l'apparition de ces de ce pseudo-islamistes, de ce pseudo-musulman, et qu'à l'époque il y avait un sentiment de fierté et de solidarité réelle, même si les États étaient faibles, alors qu'aujourd'hui, non seulement les États sont restés faibles, mais qu'il n'y a même plus ce sentiment de fierté pour défendre la cause palestinienne. Écoute, moi je ne suis pas tout à fait de cet avis comme quoi il n'y a pas assez de fierté. La Palestine restera la Palestine. C'est le cri de ralliement de tous les peuples, pas seulement arabes, musulmans, mais aussi dans toutes les personnes libres et prises de justice partout dans le monde. Il y a beaucoup de juifs qui sont avec la cause palestinienne. Oui. Ne l'oublions pas, parce que c'est une question de justice. On a bien compris que finalement, parce que Israël, les dirigeants israéliens, oui, les Arabes vont nous jeter à la mer, alors que ce sont les Palestiniens qui se sont jetés dans des camps dans le désert. Et ils sont interdits d'accéder à la mer. Il y avait beaucoup de propagande comme ça. Et avec Oslo, Arafat a reconnu Israël, l'OLP a déchiré sa charte. On sait quand même quand Arafat est venu pour la première visite officielle en France, quand il a dit que la charte de l'ONU c'est caduque. C'est caduque. Oui, voilà. Il a dit on l'a cherché, on n'a pas trouvé la phrase parce que je voulais qu'on la diffuse, le mot caduque dans la bouche d'Arafat. Voilà, c'était, je pense, Roland Dumas qui lui a soufflé le mot. Donc, les Palestiniens, même les pays arabes, y compris Nasser, oui, ils voulaient, tout ce qu'ils demandaient, c'est l'application des résolutions de l'ONU. Bourguiba, c'était pareil. Et il avait proposé d'accepter le partage. À l'époque, il n'y avait pas la guerre de 67. Israël c'était en 62 à Ariha. Ariha, Jéricho, voilà, mais il était sur la même ligne, pratiquement, contrairement aux apparences à Nasser, parce que quand il a vu Nasser et il lui a exposé son plan, et il lui a dit, bon, allez-y, parce que je suis avec vous. Et alors, Bourguiba lui dit, mais pourquoi vous ne le dites pas vous-même? Il dit, vous voulez me tuer? Parce qu'à l'époque, je suis pas fou parce qu'il fallait aussi faire accepter aux Palestiniens et au monde arabe que l'agression israélienne a payé et qu'il faut donner plus que la moitié de la Palestine à un mouvement colonialiste qui a été implanté dans les régions par les anciens colonialistes, c'est-à-dire les Britanniques, en fonction de la déclaration de Balfour. Vous voyez, c'était quand même... On peut pas, maintenant, tout a changé. Les Palestiniens ont accepté tout. Ils ont avalé tout, et avec ça, maintenant, le pauvre Mahmoud Abbas, Abu Mazen, il est cloîtré dans sa résidence à Ramallah. Si les Israéliens demain veulent l'arrêter, ils peuvent l'arrêter. Ce n'est pas une autonomie, ce n'est même pas une indépendance. Et puis devant ses yeux, c'est-à-dire c'est l'armée d'occupation qui fait la loi. Voilà, c'est malgré Oslo, malgré tout. Et puis, je pense que si maintenant il n'y a pas eu d'acte de violence en Palestine, ce n'est pas par l'expertise des forces d'occupation israéliennes, c'est parce que la police palestinienne fait le boulot à la place des Israéliens. Donc, jusqu'à quand ça peut durer? Je ne pense pas que ça puisse durer éternellement. Et à mon avis, Israël et ses soutiens extérieurs, et en premier lieu Trump, commettent une erreur d'analyse mortelle.
Merci beaucoup. Est-ce que donc, en un mot, vous restez optimiste pour la cause palestinienne malgré tout ce que nous vivons comme déception, malgré cette guerre de Syrie, cette guerre d'Irak, ces prétentieux MBS d'Arabie Saoudite qui achètent le tableau le plus cher du monde alors que c'est interdit par sa religion que d'acheter ce genre de choses. Vous restez quand même optimiste, cher Majed? Je reste optimiste, sinon j'arrêterai d'écrire. Sinon, je suis toujours optimiste parce qu'on a le droit de notre côté, et celui qui a le droit et qui ne renonce pas à ce droit, il va gagner finalement. C'est le mouvement de décolonisation partout dans la planète. Regardez l'Afrique du Sud. Qui aurait pensé que quand même cette minorité blanche qui gouvernait l'Afrique du Sud et qui avait la bombe atomique et tout ça allait... mais il fallait, même avec l'histoire des relations entre l'Algérie et la France, parce que pourquoi la France aussi s'est retirée de l'Algérie, non pas seulement parce qu'il y a eu une guerre de résistance féroce, mais aussi parce que De Gaulle à l'époque il a compris que pour sauver la démocratie française, il faut arrêter d'occuper notre pays, parce qu'on ne peut pas être démocrate et en même temps occuper, coloniser les autres. C'est clair. Et Israël, ce principe s'applique aussi à Israël. Tôt ou tard, je suis optimiste, parce que Israël peut s'intégrer dans le tissu économique et social et du Moyen-Orient, mais à condition qu'il renonce à ses visées expansionnistes et qu'il accepte de devenir un État comme un autre, non pas un État de droit divin, un État dont les frontières sont dessinées par la mythologie biblique, etc. Mais c'est pour ça, ça me donne. Et puis il y a de plus en plus d'Israéliens, de plus en plus de Juifs, y compris aux États-Unis, qui s'opposent à la politique de Netanyahou et à la politique de l'extrême droite israélienne. J'en termine avec quelque chose que moi-même j'ai appris tout à l'heure dans la bouche du mufti de Jérusalem, à qui un journaliste lui posait la question en lui disant « Mais vous pouvez quand même pas contester la phrase de M. Trump qui dit que les Israéliens ont Jérusalem dans la tête depuis 3000 ans. Et donc c'est normal que ce soit leur vie. » Et là, réponse extraordinaire que je connaissais pas du mufti de Jérusalem, il lui dit « Alors si vous voulez qu'on fasse de l'histoire, nous les Cananéens, les grands-parents donc des Palestiniens étions là 7000 ans avant l'arrivée des premiers Juifs. Donc si vous cumulez 7000 et 3000, nous ça fait 10 000 ans. Donc si on veut jouer à ce jeu-là, qui marche beaucoup en Occident. Oui, exactement, parce que là, la Bible n'est pas une référence de droit international. C'est un livre pour les croyants, ceux qui ont la foi, ceux qui n'ont pas la foi. Vous pouvez pas leur imposer ça comme principe de droit international. Il faut séparer le religieux de la mythologie et de la religion et de la politique. Nous, on est en face d'un cas de droit caractérisé de violation de droit international. Merci. Merci Majed pour cette longue intervention qui éclaire ce que nous vivons comme drame dans le cœur et dans les esprits, mais qui ne nous empêche pas ni de réfléchir, ni de se projeter dans l'avenir, ni d'être, optimiste, à défaut d'être optimiste en ce qui me concerne. Et j'ai pour habitude de vous rappeler ici aux auditeurs de France Maghreb 2, la France a bien colonisé l'Algérie pendant 132. Aujourd'hui, les Palestiniens, ça ne fait que 70, même si ça ne console pas. Et les Arabes sont restés bien 7 siècles en Espagne, avant qu'un nationalisme espagnol les jette dehors. Donc, et puis les croisades sont restés 2 siècles avant qu'ils replient bagages et reviennent de là où ils sont venus. Et donc l'histoire donne toujours raison à celui qui est dans la cause juste, et la force des idées reste donc, comme je le dis toujours, supérieure à la force des armes. Merci Majed. Merci. Moi, je vous remercie. Merci à vous. Alors, Tarek, on rappelle donc qu'il y a eu donc des affrontements cet après-midi en Palestine. Après 300 blessés et au moins 3 morts. 3 morts, voilà ce que nous a été en tout cas confié tout à l'heure par Ziad Medouk qui était avec nous depuis Gaza. Première question, Tarek, que j'ai envie de vous poser suite à cette annonce, c'est la réaction dont on a parlé tout à l'heure avec Majed, donc des États arabes. Moi j'ai envie plus particulièrement de m'intéresser au Maghreb. Et beaucoup se sont posé la question, mais pourquoi
on va parler des pays du Maghreb, mais on peut parler même en général des États arabes. Pourquoi ils n'ont pas convoqué les ambassadeurs des États-Unis, par exemple, en guise de réaction? Première réaction d'abord. Oui. Alors, il se trouve que la démocratie a beaucoup de bien quand elle arrive, et que quand on a été élu dans un pays quelconque, les pays arabes en particulier, on tient compte de ce qu'on appelle la rue et l'opinion publique. Et aujourd'hui, avec ce qu'on a appelé à tort le printemps arabe devenu hiver pour beaucoup, la Tunisie est échappée, et aujourd'hui, la Tunisie, il y a un gouvernement élu, président de la République, assemblée, et depuis toujours, comme l'a dit Majed tout à l'heure, sous Bourguiba et sous Ben Ali, il y a toujours eu des manifestations, sauf qu'à l'époque, Bourguiba et Ben Ali tenaient le pouvoir de telle manière à ce qu'ils s'en foutaient à la limite de la réaction de la rue et qu'ils canalisaient. Aujourd'hui, la rue a élu M. Beji Caïd Essebsi, président de la République, et l'Assemblée, et en Tunisie, très très bonne nouvelle, depuis 3 jours ça bouge, et ce matin, le président tunisien a convoqué donc l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, c'est lui qui donnait les ordres depuis 2011, lui et son prédécesseur, pour lui signifier que la Tunisie était contre et qu'elle condamnait, ce qui est grave en langage diplomatique. Hier, donc, Beji Caïd Essebsi a écrit une lettre qu'il a adressé au peuple, au président palestinien, et rare fois dans la communication diplomatique, la lettre a été publiée par l'agence tunisienne de presse, une lettre de soutien total. Et hier à l'Assemblée nationale, donc réunion houleuse pour condamner ce qui se passe avec les drapeaux palestiniens. Ça, c'est pour la Tunisie. Oui. Pour l'Algérie, c'est une situation constante. J'ai pas vu de déclaration, mais l'Algérie, sa position est toujours du côté du peuple palestinien. Condamnation, condamnation de l'Algérie. Oui, mais sans aucun problème. Ça, je veux dire, c'est à la limite l'Algérie pour cette question palestinienne, c'est comme un jackbox. Vous appuyez sur le bouton, il y a le mot qui sort. En première ligne, il soutient du peuple palestinien. En deuxième ligne, il condamnation de ceux qui les agressent. Donc ça est l'ambiguïté peut-être pour le Maroc. Reste la situation difficile pour le Maroc. Pour j'allais dire le jeune roi par rapport à son père, mais il commence à avoir de la bouteille, donc maintenant il est formaté. Il vient de faire un grand, il vient de faire une grande tournée au Moyen-Orient. Et lui, la position du Maroc est très 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 difficile, parce qu'il se trouve à la fois au Maghreb, où les 2 autres pays condamnent d'une manière forte. Historiquement, le roi du Maroc est le président du comité Jérusalem. Si le président du comité Jérusalem, Al-Quds, c'est-à-dire qu'il défend le Quds dans sa version musulmane, palestinienne, la déclaration de Trump le met en porte-à-faux, donc il ne peut plus être, même s'il va le rester bien sûr, et on l'espère et on le soutient, il ne peut plus parler en tant que président d'un Quds musulman palestinien qui n'existe plus, palestinien, Quds musulman et chrétien bien sûr, n'existe pas, et il est plutôt pro-Arabie Saoudite et puis du Golfe en général, qui investissent beaucoup du Maroc, qui passent leurs vacances au Maroc, qui ont des propriétés au Maroc, et même le Maroc a été à certains moments partie prenante de la guerre au Yémen, aux côtés des Saoudiens. Des Saoudiens. La coalition menée par. Voilà. Et donc aujourd'hui, le roi du Maroc est dans une situation par rapport à son peuple, parce qu'à l'extérieur, à la limite, il assume ce qu'il a assumé, très très difficile. D'autant plus qu'il y a un appel à une grande manifestation dimanche. Oui, on annonce des millions de personnes dans les rues. Alors contre laquelle la police marocaine, l'État marocain, le roi ne peuvent pas les interdire. S'il les interdit pas, il va se prendre dans la rue 1 million ou 1,5 million de personnes, ce qui va l'obliger à prendre de position. Mais il y a un autre maillon faible dans tout le système. Il y en a 2, je vais vous permettre, Christophe, mais très vite, le maillon faible de toute cette histoire, c'est la Jordanie. Pourquoi ? Voilà. La Jordanie, donc, depuis toujours, et après la guerre de 48 et même après 67, a le statut du gardien du vrai Jérusalem. Oui. Pas du comité Jérusalem présidé par le roi du Maroc, mais de la ville de Jérusalem. Tant et si bien que même quand il faut faire des travaux, ces travaux sont faits après 67, avec l'aval et sous le contrôle de la Jordanie et d'Israël, mais c'est la Jordanie, c'est pas l'autorité palestinienne qui le fait. D'accord. Et aujourd'hui, c'est le mec, si vous voulez, cher Christophe, où vous êtes en pleine tempête de neige, en pleine tempête de vent, qui a une casquette sur la tête, et vous venez lui enlever la casquette. Comment va-t-il affronter cette tempête? Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de manifestations en Jordanie, ce qui est très
très rare. Deuxième chose, vous savez qu'il y a un policier ou un militaire israélien qui a tué à l'intérieur ou devant l'ambassade d'Israël en Jordanie des citoyens jordaniens qui sont venus protester. Depuis, ce policier a été rapatrié. L'ambassade est fermée. Je crois que ça s'est passé au mois de mai, comme ça de mémoire. Si Sofiane nous écoute, il va nous envoyer la date exacte. Donc au mois de mai. Et donc aujourd'hui, il y a un bâtiment qui s'appelle ambassade d'Israël en Jordanie, à Amman. Il y avait des négociations pour le retour de l'ambassadeur, mais le roi avait exigé que la personne qui a tué des citoyens jordaniens devait revenir pour passer devant la justice, parce qu'il n'était pas protégé. Et arrive cette déclaration de Trump. Et donc la Jordanie est dans une situation très très délicate. Vous y rajoutez celui qu'on prétend être d'accord avec Trump, c'est-à-dire le président Sisi. Aujourd'hui, il y a eu la plus grande manifestation dans les rues de différentes villes au Caire et en Égypte depuis l'arrivée au Sisi. Et on dira un petit mot après la pub sur la situation de ce fameux prince Mohammed MBS Ben Salman, qui est pressé pour arriver au pouvoir et qui est en train de voir la situation se retourner contre lui. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 dans cette émission spéciale avec Tarek Mami et nos nombreux invités. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas écouté peut-être la première partie, notamment en réécoutant le podcast sur le www.francemaghreb2.fr ou sur YouTube France Maghreb 2, à réécouter Jacques Lang qui s'est un peu lâché pour le coup. Un discours un peu qui sort du commun par rapport à ce qu'il pouvait dire il y a encore quelques années. Voilà, il sort du langage diplomatique et on sent que pour une fois c'est un discours du cœur sur la Palestine et sur Jérusalem, beaucoup plus que le discours intellectuel construit. Et à la fin, il dit il y a deux pays qui ne veulent pas d'État indépendant palestinien, Israël, et ça dans la bouche de l'angle. En fait, encore, ils veulent pas la paix, quoi. Ah ben voilà, eux et les États-Unis. Voilà. Et la deuxième, il dit je ne comprends pas qu'on soit encore aujourd'hui à se poser la question sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors dans la bouche de l'angle. MBS. Alors MBS, en fait. Qui aurait donné, visiblement, l'Arabie Saoudite aurait donné son accord à Trump. Non. Il a préparé pour qu'on arrive à cette partie-là. Oui, bon, d'accord. Non, donc, mais il a demandé à ce que ce soit lui qui oblige, en quelque sorte, Mahmoud Abbas à accepter, pour qu'une fois Abbas, lui, se débrouille avec ses Palestiniens contre de l'argent, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire, ces gens-là, on te donne de l'argent. Après, la déclaration viendrait, machin. Et donc, MBS, aujourd'hui, chaque fois qu'il touche, on a pour habitude de dire qu'il y a des gens qui touchent une pierre, et cette pierre, elle devient de l'or ou un diamant. Et avec MBS, on a l'impression que chaque fois qu'il touche un diamant, ça devient une pierre. Donc ça se retourne contre lui, et j'espère en tout cas qu'il n'arrive pas à ce poste de devenir un jour roi. Donc c'est lui qui devra payer le prix, parce qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite est dans une situation très difficile, inacceptable, irréfléchie, parce qu'il considère qu'il vaut mieux ouvrir une guerre à l'intérieur des musulmans au prétexte sunnite chiite que défendre une cause qui est juste, celle de la Palestine. En un mot rapidement, Tarek, justement sur la Turquie, qui a promis Erdogan a invité tous les membres d'un comité de pays musulmans ou quelque chose comme ça. Le 13 décembre, il a promis d'ailleurs des annonces fortes. Le 13 décembre, est-ce que ça peut être justement le signe d'un rapprochement entre la Turquie et l'Iran, par exemple? Le rapprochement a été fait par Poutine déjà, puisque l'Iran c'était donc Bachar chiite sunnite, ça tiendrait plus pour le coup. Comment la guerre chiite sunnite que tente bien sûr, puisque une grande nation sunnite, les Turcs, une grande nation chiite, l'Iran, s'entendent aujourd'hui sur la Syrie, alors qu'au début de la guerre, ils étaient l'un contre l'autre. Et ils vont se retrouver le 13, et s'ils prennent des décisions fortes, style la Turquie rend ses relations diplomatiques avec Israël, ou style elle gèle sa présence dans l'OTAN et elle a des problèmes avec l'Amérique, ça veut dire que la théorie de la bataille de MBS retombe encore une fois. Donc chaque fois qu'il touche une pierre, chaque fois qu'il touche un diamant, il devient une pierre. Un petit mot d'un communiqué du CFCM, Tarek Mami, qui s'en prend au CRIF. Oui, il s'en prend pas au CRIF, justement, il se couche devant le CRIF. C'est moi qui parle, donc c'est moi qui assume. En fait, il y a eu hier 2 communiqués de presse. Un communiqué de presse de ce que nous appelons aujourd'hui les musulmans de France, l'ancien UIF, très clair. On peut être d'accord ou pas, mais le texte est clair. Il condamne
Et vous avez donc parce qu'il y a des gens qui sont ensemble, qui partagent les mêmes idées. Et vous avez le CFCM qui, comme je l'écris sur une de mes faces, dans un de mes articles, en fait, il arrange les positions des membres selon leur nationalité d'origine. Donc, comme il y a des Algériens, des Marocains et aujourd'hui le président est turc, il faut concilier la position de leur pays d'origine avec ce qu'ils veulent écrire. Ils oublient, dans ce cas, d'écrire en tant que citoyen français, et ils se retrouvent dans un texte. Je vous en renvoie sur Internet pour lire le communiqué du CFCM. C'est une honte. Par exemple, là, il y a la phrase le CRIF reproche aux musulmans d'importer le conflit palestinien en France, et aujourd'hui ils font comme eux. Ça veut dire qu'ils admettent que le maghrébin ou que les musulmans importent. Donc je passe vraiment dessus et je ne les félicite ni pour leur façon d'écrire ni pour le contenu de ce communiqué. Un petit mot pour finir, c'est ce matin qu'est tombée la décision du Conseil constitutionnel concernant l'élection législative du mois de juin dernier dans la première circonscription de l'Essonne qui concernait Manuel Valls, qui a été tout simplement rejeté, le recours rejeté. Donc Manuel Valls reste bel et bien député. Donc confirmation d'élection, validation de l'élection de Valls, plein de critiques, et le Conseil constitutionnel déclare lui-même qu'il y a plusieurs irrégularités, dont au moins 66 signatures qui sont des fausses signatures. Mais comme M. Valls était Premier ministre, au lieu de dire comme il est Premier ministre, il est plus responsable que tous les autres élus parce que l'État s'est élu à certains moments, on dit c'est pas grave, 66, et comme on lui reproche 120, à la limite il aurait fallu que celui qui dépose la plainte amène 150 fausses signatures pour faire invalider, alors que pour moi, moralement, 66 c'est fusé. Je terminerai que pour cette décision n'est pas une décision de droit, c'est une décision politique. Et comme le Conseil constitutionnel, comme nous le dit notre ami Nizar à l'Assemblée nationale, est composé d'hommes politiques, donc la décision n'est pas une décision de justice. Donc en clair, il a tort en droit. Petite proposition pour les insoumis là, qui pourrait peut-être oui, tout à fait, un peu dans la mare là. Oui, et de dire c'est un conseil, c'est un tribunal, parce que c'est un tribunal d'exception. Il faut le rendre normal en nommant les présidents ou les responsables donc de la Cour de cassation. En tout cas, en droit, Monsieur Valls a tort. En politique, il a raison. Et comme c'est des politiques qui écrivent le droit, donc il a raison. Merci Tariq Mami. Il est exactement et précisément à Paris comme partout ailleurs. 18h, bonne soirée, bon week-end. De retour lundi pour le grand forum des 16h. L'heure de retrouver le rappel de l'actualité avec le flash présenté ce soir par Marine Garel. Bonsoir à tous, bon week-end. À lundi. Bonsoir à tous. Au moins un Palestinien tué à Gaza par des tirs israéliens. Israël qui se déploie depuis ce matin à Jérusalem. Des centaines de policiers supplémentaires sont présents. C'est vendredi, jour de grande prière sur l'esplanade des mosquées dans la ville sainte. Les autorités sont dans la crainte de débordements, plus de 2 jours après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. En revanche, le ministère de la Santé se rétracte sur la mort d'un deuxième Palestinien lors des heurts survenues aujourd'hui. Un crayon à papier posé sur un cercueil, celui de Jean d'Ormesson, le symbole le plus simple de l'écriture pour respecter les dernières volontés de l'académicien. C'est l'une des images à la mi-journée de l'hommage national qui lui a été rendu, en présence du chef de l'État Emmanuel Macron et de ses 2 prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et demain, les fans de Johnny lui diront adieu à travers un cortège au départ de l'Arc de Triomphe, direction l'église de la Madeleine. Le chanteur sera inhumé lundi prochain à Saint-Barth, les Antilles françaises où Johnny se rendait très souvent en vacances avec sa famille. Manuel Valls garde son écharpe tricolore de député. Son élection est validée ce matin par le Conseil constitutionnel. Les sages rejettent le recours de la candidate de la France insoumise. Dans cette première circonscription de l'Essonne, l'ancien Premier ministre avait gagné en juin dernier avec 139 voix d'avance. Après la panne à la gare Montparnasse au week-end dernier, Patrick Jeantet, le patron de la SNCF, doit rendre aujourd'hui ses propositions à la ministre des Transports. Une profonde réorganisation est nécessaire selon le patron de SNCF Réseau. La 31e édition du Téléthon s'ouvre aujourd'hui, un numéro à retenir pour faire vos dons, c'est le 36-37. Et puis du sport et du football ce soir, la 17e journée de Ligue 1, et dès 20h45, Bordeaux reçoit Strasbourg. France Maghreb 2, service, info, musique